En direct d'Haïti, Alter Radio. Une autre idée de la radio. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui ou la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Koumanouye. Merci pou tè trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous sa ka passé dans le monde. Événement. Qui rentre la caille non. Quelle que soit la partie du monde d'où vous venez, quelle que soit votre langue, il y a un mot que vous comprenez tous, Covid-19. C'est le mot qui a connecté de façon désagréable la communauté mondiale. Bienvenue dans magazine événement sous Alter Radio 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Magazine événement toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs ak auditrices nou bien comprendre sa kap passé sous scène internationale. Nan commencement année 2021 ça n'a fait yon coup de jet large sous année 2020 en guise de bilan. Année 2020, côté crise sanitaire COVID-19 l'an frappé tout continent yo en Amérique latine, la gauche la fait yon remonter pour diminuer présence la droite sous pouvoir. États-Unis fait face à crise interne pali pendant li nan yon trokikron avec la Chine. Europe a subi crise sanitaire et puis l'a cherché qui côté relance économique l'an absorti. En Afrique, plusieurs pays ouais nuages vle couvrir expérience démocratique yo, tête chargée dans Moyen-Orient et puis perspective économique qui pas fin belle pour le monde. Amérique latine aujourd'hui, ce qu'on sanctionne, c'est des gouvernements qui n'ont pas réussi à régler les solutions économiques, les problèmes sociaux. Commencer avec Amérique latine, côté la gauche la fait yon remonté pour diminuer présence la droite sous pouvoir. Mexique, Argentine, Bolivie passé en bas main parti la gauche yo, pendant région en prend gros frappe en bas crise sanitaire et économique mondiale là. Élections en Bolivie, Luis Arce gagne les élections, aussi également des perspectives du victoire de la gauche en Équateur, l'Argentine qui est repassée. Est-ce que l'on peut dire qu'après la vague de droite qui a gagné les élections et un mouvement large de droite en Amérique latine, c'est le retour de la gauche ? Alors, je ne pense pas qu'on puisse dire que c'est le retour de la gauche en tant que tel. Ce qui est sûr, c'est que ça montre bien que le cycle politique en Amérique latine depuis ces dernières 5-6 années, en fait, déjoue souvent tous les pronostics, qu'il est surtout assez indéterminé, assez ouvert, et que ce qui souffle dans la région, c'est plutôt à chaque fois, disons, un vent qui sanctionne les sortants, qui sanctionne les partis qui sont au pouvoir, parce que dans toutes les sociétés latino-américaines, on remarque avant toute chose un très très haut niveau de défiance par rapport aux partis politiques, au gouvernement. Et quelle que soit la couleur politique alors ? Quelle que soit la couleur politique, on voit bien que c'est souvent ça qui est sanctionné. Alors, il se trouve qu'aujourd'hui, dans la séquence où on est, eh bien, effectivement, il y a quand même un frémissement progressiste, on va dire, en Amérique latine, avec finalement la restauration démocratique en Bolivie, qui laisse entendre que l'année dernière, en 2019, le MAS et Evo Morales l'auraient emporté normalement. Ce qui se passe en Bolivie, ce qui se passe effectivement en Argentine, ce qui peut arriver en Équateur en février,
février 2021 où monsieur Arros va porter les couleurs du coréisme de Rafael Correa et il peut l'emporter selon les enquêtes aujourd'hui. C'est un candidat sérieux à la victoire. Donc on voit bien qu'en Amérique latine aujourd'hui, ce qu'on sanctionne, c'est des gouvernements qui n'ont pas réussi à régler les solutions économiques, les problèmes sociaux, disons, qui sont arrivés avant la pandémie de Covid-19. Et ça sanctionne la droite qui a pris le pouvoir depuis 2015-2016. Et puis, il y a encore une deuxième sanction aujourd'hui qui va avec et qui est encore plus forte. C'est évidemment l'incurie de la gestion de la pandémie de Covid-19 qui semble coûter cher au gouvernement en place. Et lorsqu'ils sont de droite, eh bien, effectivement, ça ouvre la porte à un retour des progressistes ou des gouvernements, disons, de gauche ou de centre-gauche. Mais il semblerait pourtant que cette mauvaise gestion n'atteint pas la popularité de Bolsonaro. Son modèle Trump a perdu et lui semble toujours être en position relativement solide, malgré, entre autres, une crise du Covid-19 qui a durement frappé le Brésil. Oui, c'est tout à fait juste et il faudrait beaucoup de temps pour un peu expliquer ça, mais il faut comprendre que Bolsonaro a joué une stratégie assez maligne, puisque finalement, il a rompu un peu avec l'électorat qu'il avait élu président en 2018, je pense à l'électorat urbain, qualifié, classe moyenne, qui était très anti-gauche, très anti-parti des travailleurs, qui avait voté pour lui, et il les a un peu délaissés parce que ces dernières ont trouvé sa gestion à juste titre calamiteuse, en refusant le confinement, etc. Mais en revanche, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris un tournant plus populaire, plus de l'intérieur du Brésil, dans l'intérieur du pays, auprès des populations plutôt très populaires, voire pauvres, à qui il a finalement proposé une relation de clientélisme renouvelée en leur donnant une allocation et leur permettant de ne pas se confiner pour aller exercer leur métier dans le secteur informel en particulier. Et il a cette base-là, finalement, qui était plutôt celle qui était une base de Lula aussi dans le nord du pays, aujourd'hui a rejoint Bolsonaro. Et donc, il y a une recomposition, finalement, dans ce qu'est le bolsonarisme, qui est très intéressante à l'aune du Covid. Et ça ne profite pas à la gauche non plus, effectivement, puisque là, pour le coup, la gauche aujourd'hui, et là, on enregistre juste après les élections municipales, le premier tour des élections municipales qui ont eu lieu le 15 novembre au Brésil, eh bien, ces élections sanctionnent Bolsonaro justement dans les grandes villes, Sao Paulo, Rio, etc., ce que je viens de dire avant. En revanche, Bolsonaro ne s'effondre pas dans l'intérieur du pays où les partis ou les gens qui sont autour de lui font des scores tout à fait importants. Par contre, la gauche, elle, reste à son étiage bas aujourd'hui au Brésil. Donc, c'est pour ça que le Brésil invalide un peu cette idée qu'il y aurait une poussée des gauches désormais de nouveau en Amérique latine. C'est plus complexe. Puis alors, il y a une autre situation qui est quand même baroque, c'est le Pérou qui vient de connaître 3 présidents de la République en moins d'une semaine. Oui, c'est affolant. Alors, évidemment, le Pérou, hélas, est habitué à ce genre de convulsions. Rappelons que c'est un pays où il y a déjà eu 4 présidents destitués au XXe siècle, depuis Fujimori en 2000 ou M. Kuczynski en 2018, qui a été destitué et qui donc avait laissé la place à son vice-président Martin Vizcarra, lequel, le 9 novembre, a été destitué par le Congrès. Bon, là, pour le dire d'une manière assez simple, on est vraiment dans une espèce de huis clos des élites politiques, du Congrès. C'est une révolution de palais, ce sont des règlements de compte byzantins au sein d'une classe politique largement corrompue. Rappelons que la moitié des parlementaires du Congrès sont dans des enquêtes de corruption, tout simplement. Et donc, Vizcarra, qui est quelqu'un qui finalement s'est rendu compte de l'insoutenabilité du système qu'il présidait, avait décidé d'assainir un petit peu la vie politique, avait décidé d'organiser des élections anticipées début 2021 pour renouveler un petit peu ce Congrès. Et c'est ça que ne lui a pas pardonné le Congrès, puisque ils ont voulu le destituer pour prendre le contrôle du tribunal constitutionnel, pour en changer les règles et limiter finalement les mesures qu'avait pris Vizcarra contre la corruption. Et c'est ça le fond de l'affaire. Donc c'est quelque chose qui est complètement déconnecté, disons, du pays réel. Il y a une fracture au Pérou entre le système officiel, on va dire, et puis le pays réel, avec un système politique qui est vraiment assez pourri, pour le dire de manière un peu familière. Et donc on a des règlements de compte vraiment byzantins.
péruviens, et ça crée une instabilité qui ouvre des scénarios aujourd'hui assez inconnus. Alors aujourd'hui, il y a de nouveau un nouveau président, il s'appelle Francisco Sagasti. Il a été finalement, il a fait l'accord au sein du Congrès parce que lui n'a pas participé à la destitution de Monsieur Vizcarra justement, et c'est un président de transition qui doit amener de toute façon le Pérou vers de nouvelles élections, parce que il n'y a plus de solution autre que le retour aux urnes pour les Péruviens, sans quoi on pourrait aller vers une décomposition de ce Congrès qui peut amener à des scénarios assez dangereux, même peut-être avec éventuellement une reprise en main des militaires. On n'en est pas là. Enfin, en tout cas, c'est ou les urnes ou une décomposition irréversible de ce Congrès pourri, quoi, tout simplement, et très corrompu. Tendance géopolitique qui te l'a déjà semblé à persister dans niveau mondial malgré gros frappe crise COVID-19 là, qui vient bouleverser économie mondiale. Qui possibilité pour victoire démocrate Joe Biden sous président républicain Donald Trump dans États-Unis ta vinn changer tendance sa yo? Bien sûr, cette année aurait été marquée par le Covid-19. Il a pris essence fin 2019 en Chine, mais c'est en 2020 qu'il s'est répandu à l'échelle mondiale et qu'il est venu, à la surprise générale, bloquer l'ensemble de la planète. La planète s'est immobilisée, la planète a été confinée, les déplacements internationaux et d'ailleurs même nationaux ont été interdits et donc on est devenu immobile dans un monde qui bougeait tout le temps. Cela nous a pris par surprise alors que, normalement, de nombreux signaux d'alerte avaient été lancés sur le fait qu'une pandémie pourrait survenir et qu'il y aurait cet impact-là, de bloquer un monde toujours en mouvement. Le coût économique a été extrêmement fort, le coût social aussi, puisque alors que progressivement, chaque année, des millions de personnes sortaient du seuil de pauvreté, des dizaines de millions de personnes sont de nouveau entrées sous le seuil de pauvreté du fait des conséquences économiques de la Covid-19. Même une région comme l'Afrique, qui n'a pas été sanitairement atteinte, l'est d'un point de vue économique, et on peut dire que l'Amérique latine l'est doublement, sur le plan économique et sur le plan sanitaire. Que l'Asie s'en sort un peu mieux, aussi bien d'ailleurs sur le plan sanitaire que sur le plan économique. Et c'est l'Occident, États-Unis, Europe occidentale, qui paye un lourd tribut sanitaire avec le nombre de morts par habitant le plus élevé, mais également tribut économique avec une récession dans l'ensemble des pays occidentaux, tant en Europe qu'aux États-Unis et au Canada. Alors, toujours en 2020, lié d'ailleurs au Covid-19, cela est venu accentuer le duel entre les États-Unis et la Chine, un duel structurel, et le changement de président aux États-Unis ne va pas changer cela. Pourquoi le Covid-19 a eu un impact? Parce que Donald Trump pense être réélu triomphalement. Il l'aurait d'ailleurs sans doute été si le Covid-19 n'avait pas eu lieu. Cela lui aurait donné l'argument d'une économie fantastique, avec un chômage au plus bas, une bourse au plus haut. La crise du Covid-19 est venue augmenter le chômage, faire chuter la bourse. Il a donc désigné la Chine comme étant le coupable, le bouc émissaire, alors qu'auparavant il félicitait Xi Jinping de la bonne gestion du Covid-19 par l'autorité chinoise, et donc il est venu ancrer définitivement la rivalité entre Pékin et Washington, mais par ailleurs cette rivalité est trop forte parce que du point de vue américain, être rattrapé par la Chine est quelque chose qui est profondément perturbant, pour ne pas dire angoissant. Les États-Unis sont habitués à être le leader du monde, la puissance numéro 1 mondiale depuis 1945. Ça veut dire que tout Américain en âge d'être conscient de moins de 90 ans a toujours vécu dans un pays qui dominait le monde, que par ailleurs ils se sentent exceptionnels, et que le fait d'être rattrapé année après année par la Chine, avec cette accélération du Covid-19, est venu encore plus accentuer cela. Alors Trump, lui, du coup, a perdu les élections, même s'il n'a pas voulu reconnaître cette défaite pendant très longtemps, qu'il laisse des États-Unis profondément désunis. Biden va essayer de réparer tout cela, il va essayer de réparer la société américaine qui est profondément clivée, mais en même temps, Trump a une solide base électorale, il a eu plus de votants pour lui en 2020 qu'en 2016, et il va continuer à vouloir nuire à Biden pour faire échouer Biden, soit pour se représenter lui en 2024, soit pour espérer en tous les cas
salir le bilan de Biden et rehausser le sien par comparaison. Et on voit qu'il a une emprise sur le parti républicain, que Trump est battu, mais qu'il va rester présent dans le paysage. La tâche de Biden consistera à essayer de réparer les relations des États-Unis avec la plupart des pays avec lesquels il s'était dégradé, et notamment les alliés asiatiques, Corée du Sud, Japon et européens, tous les pays de l'OTAN. Et Biden va sûrement faire un effort pour dire non, vous voyez, l'OTAN c'est important, alors que Trump le méprisait. Non, et l'OTAN n'est pas obsolète, surtout qu'il a besoin des pays européens dans son duel par rapport à la Chine, et qu'il va essayer de mobiliser aussi bien d'ailleurs les alliés asiatiques, il faut y ajouter l'Australie et l'Inde dans une sorte de grande coalition anti-chinoise qui veut se mettre en route, et puis l'OTAN, dont le dernier document parle de plus en plus du défi chinois, voire de la menace chinoise, non pas menace militaire, mais menace quand même. Donc on voit qu'il y a ce danger finalement de faire de l'OTAN une arme anti-chinoise. Et donc c'est autour de l'affrontement, bien sûr affrontement non militaire, il n'y aura pas de guerre entre la Chine et les États-Unis, même si la situation de Taïwan est très problématique, mais l'affrontement stratégique, verbal, donc une sorte de nouvelle guerre froide pour certains entre Pékin et Washington, même si ce n'est pas tout à fait la guerre froide, parce que Pékin n'est pas à la tête d'un système d'alliance globale, ils ont des alliances ponctuelles avec des pays, mais qu'il n'y a pas la même configuration qu'il y avait entre le bloc occidental et le bloc communiste pendant la guerre froide. Ce qui ressemble à la guerre froide, c'est que cette hostilité verbale est contenue par la dissuasion, et que le fameux piège de Thucydide disant qu'il y a forcément un affrontement lorsque la puissance numéro 2 est en passe de dépasser la puissance numéro 1 parce que celle-ci ne peut pas admettre d'être rattrapée, il a le piège de Thucydide du temps des guerres du Péloponnèse, il n'y avait pas la dissuasion nucléaire, et cela change formidablement les choses. Et puis, il y a eu un moment européen pendant la crise du Covid-19. Tout d'abord, des réactions européennes éparses, individuelles, du chacun pour soi. Et puis, divine surprise, en tout cas, une accélération. Avec ce plan de relance, l'action de la Banque Centrale Européenne, une nouvelle commission qui se veut géopolitique et qui donc a obtenu un plan de relance vraiment très ambitieux, en brisant le tabou de la dette commune qui venait empêcher l'Union européenne d'agir réellement, une véritable solidarité, ce qui va faire que dans les pays d'Europe du Sud, par exemple, où l'Europe était vue comme n'apportant plus grand-chose, ou au contraire étant punitive, ou venant mettre en accusation ces pays sur les flux migratoires ou sur leurs dettes, là, c'est l'Europe qui est venue au secours de l'Italie, de l'Espagne, du Portugal pour éviter l'aggravation de la crise économique. Donc ça va faire baisser les sentiments anti-européens dans ce pays, et on voit que les efforts de la Commission, ce dossier sera à suivre de façon très attentive en 2021. Par rapport aux GAFAM, là aussi, c'est au niveau de la Commission européenne que cela peut se jouer, les 27 ensemble. Disons d'ailleurs, avec un Brexit de plus en plus compliqué, que s'il n'y avait pas eu de Brexit, il n'est pas certain que ce plan de relance européen aurait été adopté, puisque les 4 pays frugaux, Pays-Bas, Danemark, Suède, Autriche, ont finalement accepté le plan de relance. S'ils avaient été renforcés par le Royaume-Uni, on peut penser que le blocage aurait été beaucoup plus important et que ce plan de relance n'aurait pas été adopté tel quel. Il a été fait à 27, à 28, ça aurait été plus compliqué. Alors le Brexit va occuper 2021, ça fait 4 ans qu'il occupe l'actualité, et on va voir, l'Europe va souffrir économiquement, ça va amener des problèmes économiques, mais on peut penser que le Royaume-Uni va être beaucoup plus perdant, qu'il perdra sa pertinence aux yeux du monde extérieur n'étant plus dans l'Union européenne, et que le prix économique sera plus important. Au Proche-Orient, succès diplomatique pour Israël tous azimuts, avec la reconnaissance par les Émirats arabes unis, par Bahreïn, le Soudan, le Maroc. En même temps, problème politique intérieur pour Netanyahou, et puis le problème palestinien n'est toujours pas réglé, mais les Palestiniens sont abandonnés par à peu près tout le monde, et les 2 pays qui soutiennent encore de façon militante la cause palestinienne n'ont pas très bonne presse au niveau international, puisqu'il s'agit avant tout de la Turquie et de l'Iran, qui sont extrêmement impopulaires au niveau international. 2020 aura été une année extrêmement négative pour l'Afrique, avec une récession économique qui touche de nombreux pays. L'Afrique s'est tenue à l'écart d'un point de vue sanitaire de Covid-19, mais elle souffre économiquement. Et puis aussi, une très grande déception en Éthiopie, ce pays où le Premier ministre a reçu le prix Nobel de la paix se lance dans une guerre civile interne qui est extrêmement inquiétante. Alors, bonne surprise, c'est le Soudan qui est passé
en démocratie, mais on voit qu'il y a quand même, l'année 2020 n'aura pas été l'année des progrès continus d'un point de vue économique et démocratique en Afrique. En Côte d'Ivoire, il y a eu des élections, mais on voit Côte d'Ivoire, Guinée, que les dirigeants en place n'ont pas échappé à la tentation du troisième mandat, contraire à la Constitution. Et puis la guerre civile en Syrie qui continue. Bachar el-Assad reste au pouvoir grâce à l'aide iranienne et russe, mais sa population paye un prix de plus en plus lourd et la reconstruction de la Syrie n'est pas pour aujourd'hui. Et c'est toujours des situations extrêmement chaotiques en Irak, en Libye et même au Yémen. Nan nivou géopolitik mondial lan toujou, y ap pale sou posibilite pou Europe la ta reprezente yon 3e voie. Se analize nou te fe kapten de la, men Europe lan genyen gwo problem pal tou pou l rezoud e li blije revize plan li te genyen. Restera dans les livres d'histoire comme une année charnière où plus de 1,5 million de personnes sont mortes dans le monde et où les démocraties occidentales ont subi des véritables épreuves. Dans ce contexte, les plans européens ont été bouleversés par la pandémie et l'Allemagne a même dû revoir ses anciennes croyances et orthodoxies. Angela Merkel et ses alliés au Conseil, notamment le président français Emmanuel Macron, ont insisté pour que des mesures sans précédent soient prises. L'Union européenne va emprunter collectivement pour aider les plus touchés et assurer une forte relance. Au total, 1 800 milliards d'euros seront mobilisés au cours des prochaines années. La présidence allemande a fait une énorme différence en ce qui concerne la solidarité dans la crise du corona. La proposition franco-allemande a été reçue avec un énorme soulagement et je dirais même avec une sorte de gratitude de la part de certains États membres et de nombreux députés européens. Parce que la réaction de l'Allemagne dans la crise financière, c'était quelque chose d'extrêmement important pour l'Europe dans son ensemble. That was something that was extremely important for Europe as a whole. Viktor Orban, beaucoup de bureaucrates auraient du mal à faire face à cette pandémie. Je pense que ce serait peut-être la Hongrie et la Pologne, leurs leaders. La société Apple, parce que l'Union européenne vient de perdre un procès contre Apple, qui en Irlande paye 0,005% d'impôts sur les sociétés. Si l'Union européenne était une personne, je dirais qu'elle est sur la liste des bonnes personnes, car je pense que compte tenu de toutes les divisions, nous sommes parvenus à une cohésion et une force considérable après toute cette crise, après cette année folle qu'était 2020. Je dirais Frans Timmermans, parce qu'il pousse l'Union européenne à respecter le Green Deal. Je dirais les citoyens de l'Europe. Ils ont prouvé qu'ils étaient unis pendant cette période difficile. En un mot, résumé 2020. Dur. Je dirais que c'était une année difficile et inattendue, avec des défis inattendus. Sans aucun doute, c'était très difficile. Je n'utiliserai aucun virus ni aucune maladie, mais c'était un défi pour tout le monde. Les temps ont été durs et j'espère que 2021 sera meilleur. Pou nou fini nan nivou ekonomik, si FMI, Fonds Monétaire International, ouè 2020 passe moins mal ke jan lte prevoa sa pa vle di li optimis pou 2021. Kwasans ekonomik mondial lan a pi ba passe sa yote kapab espere.
Pour 2020, l'organisation table désormais sur une chute du PIB mondial de 4,4% contre 5,2% en juin dernier. Malgré cette révision à la hausse, le FMI prévient la crise est profonde et le rebond de la croissance en 2021 sera moins fort que prévu. Écoutez les explications de David Gilberg. Un très léger mieux en plein marasme économique généralisé. Le Fonds monétaire international ne peut que constater la crise qui frappe de plein fouet la grande majorité des pays du monde, mais l'institution révise à la baisse ses prévisions de contraction du PIB mondial pour l'année 2020, qu'elle estimait à 5,2% en juin dernier. Concernant nos dernières projections économiques, la croissance mondiale devrait être de moins 4,4%, ce qui est une légère amélioration par rapport à juin. Après une décennie de croissance, les États-Unis devraient connaître une récession de 4,3% cette année. Elle sera de 8,3% pour la zone euro et de 9,8% pour la France. Parmi les grandes puissances, seule la Chine tire son épingle du jeu avec une croissance prévue de 1,9% du PIB. Si les chiffres ne sont pas aussi catastrophiques que prévu, cela s'explique en partie par les 12 000 milliards de dollars mobilisés par les gouvernements et les banques centrales depuis le début de la crise. Ceci étant dit, la crise est loin d'être terminée. L'emploi reste loin en dessous des niveaux pré-pandémiques. Le marché du travail est de plus en plus polarisé. Les travailleurs peu qualifiés, les jeunes et les femmes sont fortement touchés. Les pauvres sont de plus en plus pauvres, avec 90 millions de personnes qui devraient tomber dans l'extrême pauvreté juste cette année. Le FMI prévoit néanmoins une reprise en 2021 avec une croissance de 5,2% du PIB au niveau mondial. Une perspective qui pourrait être revue à la baisse lors des prochaines projections prévues en novembre. Événement. Eh bien, c'est comme ça, on a fini magazine événement qui toujours traité actualité internationale chaque semaine pour aider auditeurs et auditrices nous bien comprendre ça qui a passé sous scène internationale. Dans le commencement année 2021, ça nous fait un coup de jet large sous année 2021 côté crise sanitaire COVID-19 là frappé tout continent en Amérique latine. La gauche l'en fait une remontée pour diminuer présence la droite sous pouvoir. États-Unis fait face à crise interne pali pendant l'inintro qui connaît la Chine. Europe qui a subi crise sanitaire COVID-19 là a cherché côté relance économique là a sorti. En Afrique, plusieurs pays nuages voulaient couvrir expérience démocratique yo tête chargée dans Moyen-Orient et puis perspective économique qui pas fin belle pour le monde. Parmi sources nous consulté pour magazine ça gagné Institut de Relations Internationales et Stratégiques IRIS avec spécialiste Boniface Alexandre et puis Christophe Ventura. Nous consulté tout Euronews à France 24. Merci pour attention nous. Continuez suivre nous sous 106.1 FM, alterradio.org ak diverses plateformes internet. Koumanouye. Merci pour tes trois côtés. Magazine qui fait un coup de flash. Coup de flash sous ça qui a passé dans les mondes. Événement qui rentrait la caille. La radio de demain, c'est aujourd'hui. Alter Radio, 106.1 FM. alterradio.org